Les grands sportifs dont vous vous souvenez ou que vous avez en tête sont généralement des sportifs qui ont rompu les codes. Et si vous deviez énumérer quelques grands joueurs français, je suis persuadé que vous seriez capable de qualifier leur style de jeu. Monsieur Villotte, on voit apparaître de nouveaux profils autour de l'équipe de France, tels que Zach Nani, qui est le nouveau diffuseur de l'équipe de France Espoir pour une durée de 2 ans. Qu'est-ce que cela dit de la nouvelle manière de l'équipe de France de communiquer auprès du grand public ? Le mode de consommation des images a considérablement évolué. On voit bien qu'on atteint, ce faisant, des publics tout à fait nouveaux. Donc c'est complémentaire, mais c'est indispensable. Voilà. Les datas peuvent être au service de protections éthiques, comme la lutte contre le dopage. Donc la data sera évidemment, nécessairement, un des outils parmi les plus précieux, parce que s'il y a phishing, il y a forcément des erreurs qui ont été commises. Pour le reste, nous travaillons en lien très étroit avec notamment les services de police judiciaire pour identifier les auteurs de ces opérations. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Kassim Aloul et je suis très heureux de vous accueillir dans ce podcast consacré à un sujet qui transforme profondément le football, la data et l'intelligence artificielle au cœur de la Fédération française de football. Pour ce podcast, je suis accompagné de Wilson. Bonjour Wilson. Bonjour Kassim, bonjour à toutes et à tous. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'être au siège de la Fédération française de football pour parler de la manière dont ces outils numériques accélèrent la performance, la formation et l'organisation du football français avec un invité exceptionnel. Oui Kassim, tu as raison de le souligner parce que c'est un moment particulier pour nous car nous allons échanger avec une figure centrale du football français. Je parle très bien du monsieur le directeur général de la Fédération française de football. Monsieur Jean-François Villotte. Monsieur Villotte, bonjour. Bonjour. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est avec plaisir, naturellement. Merci à vous. Avant de commencer, nous aimerions rappeler à nos auditeurs comment nous allons structurer cet échange. Nous allons tout d'abord commencer par votre parcours et votre vision, l'usage de la data et de l'IA au sein de la FFF, les enjeux d'éthique et de protection des données, et enfin, la manière dont l'équipe de France porte l'image et les valeurs du football français. Très bien. Monsieur Villotte, avant d'entrer dans le vif du sujet, on aimerait bien vous poser une question. C'est une question très simple. Monsieur Villotte, qu'est-ce qui vous a donné envie d'accepter notre proposition d'interview aujourd'hui ? Écoutez, c'était assez naturel. D'abord en raison de vos parcours, de votre intérêt pour le football et en raison du sujet que vous souhaitez évoquer et qui est au cœur des transformations d'une maison comme la Fédération française de football. Donc c'est avec grand plaisir que j'essayerai de répondre à vos questions. Merci beaucoup. Pour rappeler à nos auditeurs, c'est au sujet de la data et de l'intelligence artificielle dans le foot. Et au sein de la FFF, bien évidemment. Monsieur Villotte, nous sommes renseignés sur votre parcours professionnel et nous avons pu observer que vous avez occupé le poste de directeur général à la Fédération française de tennis. Aujourd'hui, vous occupez ce poste à la FFF et ce qu'on aimerait savoir, c'est quelles sont les différences majeures que vous avez pu observer entre ces deux fédérations. Alors, écoutez, il y a effectivement d'assez importantes différences entre ces deux fédérations que j'ai eues ou que j'ai la chance de diriger. D'abord, ce sont les deux plus grosses fédérations sportives en France. La Fédération française de football, ce sont plus de 2 400 000 licenciés. La Fédération française de tennis, c'est 1 million, un peu plus d'1 million aujourd'hui de licenciés, notamment avec l'apport du PADEN. Donc, ce sont les deux plus importantes fédérations sportives françaises. Alors, il y a de notables différences entre les deux. D'abord, le tennis a une dimension événementielle toute particulière puisque la Fédération française de tennis, c'est aussi le tournoi de Roland-Garros. Donc, le directeur général est en charge de la fédération et du tournoi de Roland-Garros. Donc, c'est une très grosse PME événementielle, mais qui a également des relais de pratiques dans tous les territoires. La Fédération française de football a une dimension sociale toute particulière. 2 400 000 pratiquants, 1 300 000 mineurs qui pratiquent parmi ces 2 400 000 pratiquants. Ce sont 12 000 clubs. Ça veut dire très concrètement que chaque Française et chaque Français est à moins de 3 kilomètres d'un terrain de foot. Donc c'est une présence partout, dans tous les territoires. 50% des clubs de football sont dans des territoires en difficulté.
soit des quartiers politiques de la ville, soit des zones rurales en difficulté. Ça veut dire que la dimension sociétale du football est extrêmement importante, ce qui crée une responsabilité particulière. D'accord, merci à vous Monsieur Villotte. Est-ce qu'il y aurait-il un enseignement tiré de votre expérience au tennis que vous avez voulu appliquer directement au football? Alors, il y a plusieurs enseignements, évidemment, tirés de la Fédération française de tennis. La dimension événementielle que j'ai évoquée à l'instant fait que cette fédération est toujours et constamment challengée par son environnement extrêmement concurrentiel. D'accord. Et donc, il y a une plasticité et la nécessité d'une constante adaptation à cet environnement extrêmement évolutif. Ça, évidemment, cette agilité, elle est précieuse pour toutes les organisations sportives, en ce y compris la Fédération française de football. A contrario, la Fédération française de football a également une culture qui lui est propre, une dimension sociétale que j'ai évoquée à l'instant, qui est un atout absolument formidable. Très bien, merci à vous. Donc, on comprend très bien le côté social du football. Donc, c'est ce que monsieur avait dit. Avant d'entrer plus en détail dans la data et de l'IA, est-ce que vous pourrez revenir sur les grandes étapes de votre parcours qui vous a conduit sur votre fonction actuelle de directeur général de la Fédération française de football? Oui. Alors, écoutez, originellement, moi, je suis un haut fonctionnaire. J'ai été donc formé à l'École nationale d'administration. J'avais une formation de juriste au préalable. Bien, j'ai donc exercé plusieurs responsabilités au sein de l'administration de l'État ou de collectivités territoriales comme la ville de Paris. Et en 2002, je suis devenu directeur du cabinet du ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, qui était Jean-François Lamour. Et je me suis passionné à ce moment-là pour toutes les problématiques du sport et des politiques publiques de développement du sport. Ce qui m'a conduit à occuper, vous l'avez rappelé, à 2 reprises la direction générale de la Fédération française de tennis et de Roland-Garros. J'ai également été le président d'une autorité administrative indépendante qui est l'autorité qui a été créée pour la régulation des jeux en ligne, l'ARJEL, avec des préoccupations évidemment d'éthique du sport que j'ai eu à connaître au sein du Conseil de l'Europe ou de l'UNESCO. J'ai été avocat, notamment dans le domaine du sport international, en étant conseiller de l'AMA, conseiller de l'UEFA pour l'organisation de l'Euro 2016, et puis d'autres dossiers, notamment en lien avec les Jeux Olympiques ou l'économie sportive de la montagne. Et puis, je suis devenu directeur général de la Fédération française de football. Voilà. Donc, on peut dire que j'ai basculé dans l'environnement du sport autour des années 2000 avec beaucoup d'intérêt et de plaisir. C'est vrai, monsieur Villas, vous avez raison, vous avez pas mal basculé dans l'environnement de sport. C'est pour cela que j'ai une question pour vous. À quel moment particulièrement est-ce que vous avez fait le lien entre le sport et la transformation numérique? À quel moment est-il devenu un axe central pour vous? Écoutez, c'était une évidence que les fédérations, vous l'avez indiqué, sont des associations, mais ce sont aussi des entreprises à finalité sociale. Et donc, elles doivent avoir une organisation exigeante et qui lui donne les moyens de leur mission et de l'accomplissement de leur mission. Et notamment, de tout ce qui est transformation digitale est au cœur de la transformation du mouvement sportif. Donc, c'est un élément absolument essentiel. Que ce soit du point de vue de la transformation des organisations elles-mêmes, de la facilitation de l'atteinte de leurs objectifs et de la protection éthique qu'elles doivent apporter à l'ensemble de la communauté du sport. Effectivement, très bien, merci monsieur. Monsieur Villotte, comme vous le savez actuellement, on parle beaucoup de data, mais sans vraiment savoir qu'est-ce qu'on met derrière ce mot. Quand on parle de données appliquées au football, selon vous, de quoi parle-t-on concrètement ? Alors, il faut raisonner la question de différentes façons. D'abord, à quelle fin souhaite-t-on organiser et exploiter les datas que l'on produit ? Ces finalités, elles sont multiples, comme le sont les missions des fédérations. Évidemment, améliorer la performance sportive, mais pas seulement. Veiller à atteindre un certain nombre d'objectifs éthiques. Les datas peuvent être au service de protections éthiques
comme la lutte contre le dopage, comme la préservation de la santé des sportifs, comme la lutte contre la manipulation des compétitions sportives. Et puis, l'exploitation des data, après qu'elles ont été organisées, cette exploitation est également créatrice de valeur. Et donc, il faut veiller à ce que l'on crée les conditions d'un partage équitable de la valeur créée par l'exploitation des data. Donc, c'est tout un chantier de valorisation économique des data qui sont créés par les organisations sportives. Donc, finalité sportive, la performance, une finalité éthique et une finalité économique. C'est ça l'enjeu dans l'organisation des fédérations, de l'usage le plus intelligent possible que l'on doit faire des data que les fédérations et leur écosystème produisent. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Viette, pour toutes ces réponses et ces premiers éclairages sur votre parcours professionnel et votre vision de la data. Maintenant, on va rentrer plus concrètement dans la manière dont la Fédération française de football utilise l'IA, mais également les données au service des joueurs, des joueuses et du staff. Wilson? Merci beaucoup, Kassim. Vous avez mentionné un point très très important, c'est la place de l'éthique au sein de la FFF, dans l'utilisation de la data et les données. On va revenir là-dessous plus tard, mais j'aimerais bien vous poser une question, c'est que si l'on regarde maintenant l'ensemble des équipes de la France, des sélections des jeunes aux espoirs jusqu'à l'équipe A, comment utilisez-vous aujourd'hui les données pour accompagner la préparation, c'est-à-dire la charge de travail, la récupération et même la prévention peut-être des blessures chez les sportifs? Alors, avant de répondre directement à votre question, je voudrais rappeler une préoccupation méthodologique en ce qui concerne les data. Ce qu'on doit avoir comme préoccupation, c'est d'abord identifier les lieux où se créent et où sont produites ces data. Or, dans une organisation aussi complexe qu'une fédération sportive, avec tout un écosystème autour d'elle, autour de la fédération, il faut d'abord identifier les lieux où des datas sont produites naturellement par l'activité qui y est déployée. Bien. Deuxièmement, il faut avoir la préoccupation, une fois cette identification effectuée, de centraliser ces datas à des fins d'organisation. Bien. Et l'organisation, elle doit avoir des finalités. Et donc, l'organisation fédérale doit se poser la question: à quoi souhaite-t-on utiliser les datas qui sont ainsi centralisées? Et donc, on va définir des projets, on va les hiérarchiser, Effectivement. et on va organiser les datas pour qu'elles puissent ensuite être exploitées en fonction des objectifs que l'on s'est assignés. Et dans l'exploitation des datas, après qu'elles aient été organisées, on va avoir recours ou pas à l'intelligence artificielle, notamment. Bien. Donc, cette démarche-là, elle est absolument centrale pour des organisations comme les fédérations, qui sont de vieilles dames, et donc qui n'étaient pas nécessairement dans leur organisation, confrontées au quotidien à cet enjeu qu'est l'identification, l'organisation, l'exploitation des datas. Et donc, il faut une démarche globale. Donc, c'est ce qui est engagé au sein de la Fédération française de football pour opérer cette révolution. Bien. Alors, une fois cette révolution opérée, on peut parler des cas d'usage. Et là, vous évoquez déjà des cas d'usage. Évidemment, dans les missions de détection, de repérage, les datas sont utilisées. Mais ça suppose d'ailleurs qu'une fédération comme la nôtre, ou comme le tennis, ou comme d'autres fédérations, soit capable de nouer des relations avec leur écosystème pour partager des datas, parce qu'on pratique du football ailleurs que dans un cadre strictement fédéral. Et donc, par exemple, il faut que la fédération soit capable, on parle de l'équipe de France, masculine ou féminine, eh bien, de partager des datas à des fins d'exploitation, de détection, etc., avec des clubs professionnels, par exemple. Donc, il faut toujours avoir la préoccupation du partage et du gagnant-gagnant avec l'écosystème dans l'exploitation des datas. Et donc,
dans le champ strictement sportif, la détection, évidemment, l'amélioration des conditions d'entraînement, la récupération, les suites données à des incidents de parcours, des blessures, etc. Et donc là, on est au cœur de la technicité de la direction technique nationale, des entraîneurs, des cadres fédéraux, des cadres d'État. Et donc, l'idée, évidemment, c'est de leur mettre à disposition ces outils qui ne sont que des outils et qui donc doivent être assujettis aux objectifs que ces cadres techniques se fixent. Mais c'est pas seulement, on l'a dit tout à l'heure, la question de la haute performance, hein. Oui. Ça peut être les préoccupations éthiques, ça peut être aussi, à partir des données sociologiques de la pratique, trouver une offre de pratique adaptée aux évolutions des modes de vie. Ok. Dans le moindre petit club. Ok. C'est comment les modes de vie évoluent-ils? Quelle est la zone d'achalandise d'un club? Quelle est son évolution démographique à cette zone d'achalandise d'un club de foot? Et en fonction de ces données, ça peut être de puissants outils d'assistance pour faire évoluer l'offre de la pratique pour mieux répondre à la demande des pratiquants, c'est-à-dire les licenciés, qu'elles soient féminines ou masculines. Voilà. Donc c'est tout ça l'usage par une fédération de la data. Très intéressant les points que vous avez soulevés. J'ai retenu un mot en particulier, c'est la technicité de data. Enfin donc des data qui sont utilisées. Une question importante que moi j'aimais bien poser, c'est que vous avez aussi utilisé un autre mot, c'est le partage. Donc le partage des données. Une question en particulier, c'est que comment est-ce que vous faites pour partager les données? Donc ça marche comment la coordination entre la FFF par exemple et des clubs ou des organisations? Une question de suite, je vais vous laisser le temps de répondre du coup. Ouais, je vous en prie. Une question de suite, c'était vous avez parlé des données sociologiques. Donc ouais. quand on aborde tout ce qui est sociologique, est-ce qu'on parle véritablement que du club? Donc que de la FFF, où on va aller pousser plus loin et voir au niveau personnel, donc au niveau des joueurs, comment est-ce que leur vie sociale influence leur jeu et ensuite la data qui est récoltée. Alors, il y a plusieurs interrogations au travers de votre question. Au-delà de la haute performance, qui est le domaine qui vient immédiatement à l'esprit quand on parle de data et d'AI. Ouais. Ce dont on est en train de parler, c'est-à-dire l'utilisation des data et de l'AI pour faire évoluer l'offre de pratiques dans tous les territoires, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Hein, parce que, notamment au foot, avec ses 2 400 000 pratiquants, cette sociologie des pratiquants, son évolution, c'est absolument fondamental à connaître, à interroger. Ce sont autant d'outils d'aide à la décision pour mieux cibler les aides que la fédération va apporter à son écosystème, les ligues régionales, les comités départementaux qu'ils appellent les districts dans le football, et les clubs. Bon. Donc ça, c'est très très important, très important. Vous savez, on parle de l'importance sociétale du football. 6 petits garçons sur 10 avant d'être majeurs passeront dans un club de football. Ça veut dire c'est le 3e lieu d'éducation en France après la famille et l'école. Et donc, il faut qu'on ait une parfaite vision de là où on agit. Et de ce point de vue, c'est très l'organisation des data, leur exploitation comme aide aux décisions, c'est absolument fondamental. Alors la question du partage, ça ne peut s'opérer que sur une base simple, c'est gagnant-gagnant. Il faut que tout le monde ait la conviction qu'en partageant les data, et non pas en se sentant propriétaire de ses propres data et jaloux de leur exploitation, il faut que dans un cadre formalisé, parce qu'il faut quand même faire attention à la protection des données, à leur juste exploitation, mais il faut créer les conditions d'un gagnant-gagnant. Voilà. Ça, c'est tout le job, par exemple, des entraîneurs de la direction technique nationale dans leurs relations avec leurs homologues dans des clubs professionnels, puisque vous posiez cette question-là. Donc, gagnant-gagnant dans des cadres sécurisés et respectueux du droit.
Je veux dire par là que c'est pas parce que on organise des datas, on les exploite, il y a de l'intelligence artificielle qu'on peut faire n'importe quoi. Des données médicales, ça reste des données médicales, ça ne se partage pas, etc., etc. Voilà, vous avez répondu à la question que j'avais derrière la tête. Merci à vous, Monsieur Villotte. Comme vous le savez, la FFF utilise la plateforme MyCoachPro pour suivre les sélections jeunes et les pôles espoirs. Concrètement, depuis sa mise en place, quels sont les résultats et les bénéfices que vous avez pu observer? Alors c'est un outil de qualité exceptionnelle auquel la fédération a recours, vous venez de l'indiquer, et auquel la fédération souhaite s'associer pour des développements futurs. On vient de créer au sein de cette fédération une direction de la recherche et de l'innovation. Et l'un de ses premiers chantiers tourne autour des cas d'usage de cette application et faire en sorte que nous contribuons à son amélioration avec ses gestionnaires, avec un partage d'usage et de valeur. Donc, c'est un parfait exemple de ce que peut être une très bonne application au service de la performance. Et donc, c'est un outil qui est très concrètement utilisé par nos entraîneurs qui entourent les sélections, notamment jeunes que vous venez d'évoquer, ou nos pôles. Très bien. Et concernant le type de données, qu'est-ce que vous suivez en priorité? La charge d'entraînement, la performance, le bien-être, l'historique des blessures? L'ensemble de ces données en réalité, D'accord. de sorte que ce soit un véritable outil d'assistance à la performance et d'analyse prospective. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle nous entendons continuer à travailler au développement futur de cette application en lien avec ses promoteurs et ses gestionnaires. C'est un des dossiers prioritaires de la direction de la recherche et de l'innovation de la fédération. Très bien, merci. Merci, Monsieur Villette. On va maintenant parler de football féminin et le développement grâce à la data. En parlant toujours de l'utilisation de la data, Monsieur Villette, le développement de football féminin est une priorité forte pour la fédération. On le sait. Dans ce contexte, comment la data et l'IA peuvent-elles contribuer à structurer davantage la détection, la formation et plus largement à accompagner la professionnalisation du football féminin en France? Alors, vous avez raison de dire que c'est une priorité fédérale. Sur les 2 400 000 licenciés que j'ai évoqués, il y a seulement 10% de licenciés EE. Alors que dans la population générale, il y a plus de 50% de femmes. Donc vous voyez que la marge de progression, elle est énorme. Alors ce qui se jouait aussi, c'était des stéréotypes de genre qui faisaient que les petites filles, quand elles cherchaient à s'orienter vers un club de sport, n'étaient pas naturellement dirigées vers un club de football. La question de ces stéréotypes de genre est en train d'évoluer très significativement et on s'y emploie, tout se joue dès l'école. Bien. Donc de très importants objectifs, doublement du nombre de licenciés et puis développement de toute la chaîne jusqu'au plus haut niveau, donc l'équipe de France féminine, mais aussi les championnats professionnels puisque c'est la fédération au travers de sa ligue féminine qui a la responsabilité des championnats professionnels féminins, la D1 Arkema et la D2. Bien. Nous avons la chance, non pas de partir d'une feuille blanche, heureusement, et il faut saluer tout le travail qui a été fait en amont et le rôle des pionnières et des gens qui se sont engagés en faveur du développement du sport féminin, mais évidemment, nous ne sommes pas au même niveau d'organisation que le football masculin. Eh bien, c'est une formidable opportunité pour utiliser davantage et mieux encore les datas, leur captation, leur organisation, leur exploitation et l'intelligence artificielle. C'est la raison pour laquelle, par exemple, la Ligue féminine, qui est présidée par Jean-Michel Aulas, un Lyonnais, puisque vous êtes Lyonnais, la Ligue féminine, pour l'organisation de ces championnats professionnels, a souhaité dès le début mettre en place des dispositifs de captation intelligents des images produites, de sorte qu'on puisse exploiter et apporter, par l'exploitation de ces données, une assistance aux clubs engagés dans ces championnats professionnels. Donc la data sera évidemment, nécessairement, un des outils parmi les plus précieux de développement du football féminin. Le football féminin qui
qui ne doit pas singer le football masculin. Ça veut dire que il faut tenir le plus grand compte des spécificités du football féminin, y compris dans les conditions d'entraînement, etc., etc. Et donc, oui, dans ce domaine, la data sera, et elle l'est, et dès le début, un outil précieux de développement. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Bilot. Tout naturellement, la question qui me vient à la tête, c'est comment est-ce que la data va contribuer à mieux valoriser le football féminin auprès de grand public. Donc, nous, le public ou plus les partenaires. Bien, écoutez, d'abord en donnant à voir et à comprendre les performances techniques des joueuses engagées dans les championnats professionnels ou en équipe de France. Donc, il y a une possibilité pour capter de nouveaux publics, de permettre à ces publics de mieux apprécier, de mieux comprendre ce qui se joue sur le plan technique, sur le terrain. Ce qui est très intéressant dans les stades pour le football féminin, c'est que le public n'est pas le même que dans les stades pour le football masculin. Et donc, on a un public plus jeune, plus familial, plus féminin. Et donc, dans l'expérience client, il faut lui apporter non pas une aide, mais des outils qui lui permettent de mieux comprendre et apprécier ce qui se joue sur le terrain. Plus généralement, d'ailleurs, au-delà du foot féminin, il y a vis-à-vis de l'expérience client des tas de possibilités qu'offrent aujourd'hui les nouvelles technologies pour permettre à des gens qui n'y accédaient pas d'accéder au spectacle sportif. Je pense notamment aux malvoyants. Nous sommes aujourd'hui dans nos stades en expérimentation de tablettes qui permettent à des gens qui entendent mais ne voient pas de suivre avec la main l'évolution du ballon sur le terrain. Eh bien, ce type d'expérience, ça va être un outil formidable pour permettre d'accéder au spectacle sportif à des populations qui en étaient éloignées parce qu'on n'y avait pas porté une attention suffisante. D'accord. Très bien, merci Monsieur Villotte. Et d'ailleurs, nous sommes très fiers de cela car nous sommes lyonnais et Monsieur Aulas a été l'une des premières personnalités publiques à s'engager pleinement dans le football féminin. Donc, nous sommes très très fiers. Merci à vous. Vous avez bien raison de l'être. Merci. Maintenant, nous allons passer sur un sujet d'IA. Comme vous le savez, le Real de Madrid utilise souvent l'IA dans son domaine médical, le PSG, le Bayern de Munich dans son recrutement, Liverpool pour ses coups pieds arrêtés. Est-ce que vous auriez donc un exemple à me donner sur l'utilisation de l'IA pour l'équipe de France A, féminine ou masculine? Non, pas un exemple précis, parce que d'abord, je vais pas rentrer dans le... On aurait allé pour la Coupe du Monde, par exemple. Mais il est évident que de plus en plus, ces outils sont à disposition du staff technique de l'équipe de France, qu'elle soit masculine ou féminine, évidemment. Le niveau de technicité du staff des équipes de France n'a rien à envier aujourd'hui à celui des grands clubs professionnels que vous avez évoqués. Très bien. Merci à vous, Monsieur Villotte, et merci à vous encore pour toutes ces précisions. Maintenant, nous allons passer à la partie plus éthique et de protection des données, après avoir bien développé sur l'IA la data. Donc, allons-y. Effectivement, Kassim, le 26 novembre 2025, la FFF a été confrontée à un incident de sécurité avec un vol de données. Monsieur Villotte, est-ce que vous pouvez nous dire plus sur ce sujet, plus nous éclairer le son? Oui, alors, ça tient au fait que, comme dans beaucoup d'autres fédérations, les systèmes d'information de ces organisations sont des systèmes lourds, qui ont fait pour certaines applications de l'objet de développement aujourd'hui assez ancien et dont les évolutions sont nécessairement complexes compte tenu de l'usage qui en est fait par tout l'écosystème de la fédération. On évoque des applications qui sont utilisées au quotidien par 12 000 clubs, au quotidien par des milliers d'arbitres, des milliers d'officiels, des centaines de milliers de bénévoles. Donc ce sont des applications lourdes, anciennes, très largement distribuées. Bien. Et donc, évidemment, ces applications sont assez vulnérables à des opérations de phishing, par exemple. Bien. Donc, la réaction de la fédération, elle est multiple. D'abord, ce sont des systèmes d'information qui sont en train d'évoluer dans des plans et des priorités d'investissement financier. Donc, nous sommes
dans un mouvement de rénovation très structurelle et fondamentale de ces anciennes applications. C'est nécessairement assez lent parce qu'encore une fois, il y a 1 million, par exemple, de matchs qui sont organisés chaque année et qui font l'objet de saisies informatiques. Donc, vous voyez bien quel est l'enjeu dont on parle tous les week-ends. Oui. Donc, ce que nous nous efforçons de faire, c'est évidemment d'investir très significativement pour rénover ces systèmes d'information, mieux former aux enjeux de la sécurité leurs usagers, parce que s'il y a phishing, il y a forcément des erreurs qui ont été commises, souvent de bonne foi évidemment, mais il faut mieux éduquer et quelquefois mieux sécuriser les conditions d'accès à ces applications, alors qu'elles n'étaient pas initialement prévues de la sorte. Et puis pour le reste, nous travaillons en lien très étroit avec notamment les services de police judiciaire pour identifier les auteurs de ces opérations. Voilà. Donc ce sont heureusement tout de même des données, certes personnelles, mais dont la sensibilité n'est pas extraordinaire. Je veux dire par là qu'on n'est pas en train de récupérer un numéro de carte vitale, un numéro de carte bleue, les références d'un compte bancaire ou que sais-je encore. On est en train de, par ces incidents de sécurité, mais qui doivent être traités avec beaucoup de sérieux, en train de récupérer le nom, le prénom, le cas échéant, l'adresse mail et l'adresse. Ça va pas au-delà. Bon. Donc, ce sont des affaires qu'on prend très sérieusement, en considération, en respectant les procédures CNIL, etc., en systématiquement déposant plainte, en informant l'ensemble de la communauté d'usagers qui peut être concernée par ces vols de données, et puis plus fondamentalement en faisant évoluer ces applications qui pour certaines sont des applications anciennes. On parle d'une application par exemple emblématique de la fédération Foot 2000. Foot 2000, ça veut dire 2000, voilà, c'est-à-dire il y a 25 ans. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a des enjeux de rénovation qui sont fondamentaux et qui sont pris en compte dans nos priorités d'investissement. Très bien. Merci à vous, Monsieur Villot. Monsieur Villot, on dit souvent que la data rend le football plus scientifique et que cela peut engendrer un manque de créativité de la part des joueurs. Certains observateurs du foot se contentent seulement de résumés de matchs ou de statistiques pour critiquer un joueur. Donc, selon vous, est-ce que ceci peut engendrer un manque de confiance de la part d'un joueur ? Écoutez, franchement, que ce soit le football ou le sport en général, les grands sportifs dont vous vous souvenez ou que vous avez en tête sont généralement des sportifs qui ont rompu les codes, qui procèdent comme dans l'art par des ruptures de codes habituels et qui vont permettre de créer, réellement créer au sens culturel, de nouveaux modes de jeu. Voilà. Et si vous deviez énumérer quelques grands joueurs français, je suis persuadé que vous seriez capable de qualifier leur style de jeu. Donc, vous avez la réponse à votre question. Et oui, bien sûr, vous avez tout à fait raison. On peut penser par exemple à Michael Olise ou Ryan Cherki. Donc, tout à fait. Monsieur Villot, avec le recul que vous avez aujourd'hui, diriez-vous que la data reste surtout un appui technologique parmi d'autres, ou qu'elle est juste en train de devenir un véritable levier de transformation pour l'organisation et le développement du football français ou le football globalement? Alors les deux, d'abord c'est un outil évidemment, c'est un outil donc ça requiert une méthode. Il faut se poser la question des priorités d'usage, qu'est-ce qu'on veut en faire et pourquoi. Et puis il faut être à l'écoute des enseignements que cette collation, l'organisation et l'exploitation des données peuvent apporter. Donc c'est quand même et nécessairement un outil et pas autre chose qu'un outil. Après, c'est tout de même de formidables outils de transformation. Je pense, je prends un exemple qui n'est pas celui du haut niveau, encore une fois. Dans la relation qu'une fédération peut avoir avec les pratiquants, l'évolution des applications, l'évolution des données, la connaissance qu'on peut avoir de tout cela va transformer durablement, significativement dans un sens positif les relations, l'offre de pratique, les modes de communication. Donc, ce sont des outils profonds de transformation. Voilà. Donc, c'est à la fois un outil, mais c'est aussi
l'exploitation des data, c'est aussi un formidable outil de transformation qui est au service des objectifs fédéraux. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Villotte, pour toutes ces réponses et pour ce regard très clair sur ces enjeux de responsabilité, d'éthique et de transformation. À présent, nous allons passer à la dernière partie sur les nouveaux moyens de communication et la nouvelle génération. Monsieur Villotte, on voit apparaître de nouveaux profils autour de l'équipe de France, tels que Zach Nani, qui est le nouveau diffuseur de l'équipe de France Espoir pour une durée de 2 ans. J'aimerais savoir qu'est-ce que cela dit de la nouvelle manière de l'équipe de France de communiquer auprès du grand public. Bien écoutez, le mode de consommation des images a considérablement évolué. C'est une vérité d'évidence. Ça n'a pas besoin d'être un grand spécialiste des médias pour constater que la consommation des chaînes de télévision linéaires est en train de diminuer très significativement, ce qui crée d'ailleurs des dépressions dans l'économie publicitaire, etc. Donc, il faut absolument adapter les modes de consommation des images du sport à ces évolutions dont on vient de parler. C'est la raison pour laquelle nous sommes très heureux de ce partenariat avec Zach Nani pour diffuser les images des espoirs, parce que ça permet d'atteindre de nouveaux publics. Ça correspond à un mode de consommation des images qui est en train de s'installer auprès de ces jeunes publics, et donc c'est indispensable. Sinon, nous deviendrions une organisation sclérosée. Ça a été la même chose, si vous vous souvenez, pour Roland-Garros, quand Roland-Garros, complémentairement au service public de télévision, a diffusé des images sur Prime Video. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu à l'époque? Bon, sauf que si vous regardez la moyenne d'âge différenciée des publics, on voit bien qu'on atteint, ce faisant, des publics tout à fait nouveaux. Donc, c'est complémentaire, mais c'est indispensable, voilà. Et donc, la Fédération française de football, elle veut être ouverte sur son environnement, voilà. Et donc, ce mode de diffusion des matchs espoirs, c'est une forme de réponse à cet enjeu qui est, il faut attraire vers les images du football un jeune public. Merci évidemment. C'est le public qui pratique. Très bien. Et merci à vous, vous avez totalement raison. Je suis un grand consommateur de contenu de Zach Nani et j'en suis vraiment très content en tout cas. Merci à vous. La FFF, une entreprise ou un siège social, un siège technique, un siège qui est ouvert à tous et à tout le monde. J'aimerais bien revenir sur une question parce qu'on allait petit à petit à la fin. Une question sur la data tout à l'heure. Vous avez dit qu'il y a la centralisation de la data au sein de la FFF, c'est pour faciliter le partage et l'utilisation de la data, du coup, dans la FFF. J'aimerais bien relier ça à l'incident qui s'est passé à la FFF le 26 novembre 2025. Donc, la centralisation de la data, est-ce qu'elle n'attire pas les malfaiteurs? Alors, pour clarifier ce que j'ai dit, si vous voulez organiser et exploiter des datas, il faut qu'il y ait des cas d'usage qui soient définis. Il faut que vous identifiez l'endroit où est produit la data, que vous la fassiez converger vers un lieu où elle va être organisée et exploitée. Mais un lieu, ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas imaginer des lieux. Je veux dire qu'en fonction des finalités d'exploitation des données, vous pouvez imaginer des systèmes beaucoup plus éclatés et pas uniquement centralisés. Donc, en toute hypothèse, même si vous voulez organiser des datas, faut quand même les réunir. Hein, c'est une vérité d'évidence. Oui. Donc, il y a forcément un effet de concentration. Ça ne veut pas dire que ça doit être concentré en un seul lieu. Ça peut être concentré selon les cas d'usage entre différents. Mais si vous avez besoin de données globales, transversales à 360, il faut que vous soyez en capacité de centraliser. Alors après, il faut que vous ayez des dispositifs sécurisés. Voilà. Et donc, si les vieilles applications l'étaient insuffisamment, on peut penser que les nouvelles le sont bien mieux qu'elles ne l'étaient dans le passé. En tout cas, il faut absolument avoir cette préoccupation en tête. Merci beaucoup, M. Villotte. On entend que la FFF est mieux sécurisée aujourd'hui. Exactement. Oui, et puis il faut, quand les datas ne sont plus utiles, il faut les supprimer. Enfin, c'est une préoccupation de la CNIL. Vous n'avez pas vocation à conserver ad vitam aeternam des datas si vous n'en avez plus l'utilisation. Donc, il faut absolument que la gestion des datas soit une gestion dynamique qui tienne compte de ces questions de sécurité,
qui tiennent compte des cas d'usage, qui tiennent compte de la finalité, et donc que vous soyez en mesure de toiletter, d'alléger, de supprimer quand ça n'est plus nécessaire. Très explicite. Merci Bien. beaucoup, monsieur. Merci à vous, monsieur Viotte. On aurait du coup maintenant une dernière question à vous poser, qui est par rapport à la Coupe du Monde qui arrive maintenant à très grands pas. Au-delà du résultat sportif que doit démontrer l'équipe de France, selon vous, est-ce que ce sont maintenant avant tout des valeurs, un style, une attitude, une certaine image que doit montrer l'équipe de France au Mondial 2026 qui arrive dans quelques mois? Oui, alors, c'est une compétition sportive. Donc, compétition sportive, il faut s'efforcer, et l'équipe de France l'a amplement montré avec la qualité de son sélectionneur, il faut faire honneur au pays que l'on représente. Donc, on a formulé des souhaits pour l'équipe de France qui sont des souhaits de grande réussite. Bien. Mais ça ne doit pas se faire n'importe comment. Vous avez parfaitement raison. Donc l'équipe de France, elle incarne également des valeurs collectives, des valeurs de solidarité, des valeurs de neutralité. Ces valeurs-là, l'équipe de France doit les porter haut et fort. Et puis, j'ai évoqué la préoccupation d'engagement sociétal de la fédération. Nous n'organisons pas la compétition. C'est la FIFA. Nous n'avons pas choisi le lieu. Bien. Mais par contre, il va falloir qu'on soit très attentif à l'exemplarité des décisions que l'on va prendre, par exemple, pour ne pas être en contradiction avec nos objectifs environnementaux. Donc, sobriété, être soucieux de ces questions-là. C'est ça, incarner les valeurs. Ça n'est pas le projet associatif de la fédération qui a été refondé par Philippe Diallo autour de la performance sportive, la performance sociétale et de la performance économique. C'est pas quelque chose qui est un outil de communication. C'est un engagement. C'est ça le projet associatif. Et donc, à l'occasion de cette Coupe du Monde, on va s'efforcer d'y participer le mieux possible sportivement. Là, on a vraiment, enfin, tout le monde le souhaite et on a une confiance absolue dans le staff et dans le sélectionneur et dans les joueurs. Mais il faut qu'on montre également que cet objectif-là, il est indissociable des objectifs sociétaux et donc, par exemple, environnementaux, toutes choses étant égales par ailleurs. Évidemment, il va falloir qu'on se déplace, puisque c'est aux États-Unis, au Canada ou au Mexique. Mais on va le faire le mieux possible pour ne pas être en contradiction avec nos objectifs. Très bien. Merci à vous, monsieur Viotte. Et pour conclure en 30 secondes, est-ce que vous auriez un message à donner à la nouvelle génération? Eh bien oui, intéressez-vous aux organisations sportives. Venez apporter vos savoir-faire, vos compétences. Voilà, ce sont des organisations qui doivent être ouvertes au changement et c'est vous qui les porterez, ces changements. Donc, intéressez-vous, quel que soit votre parcours, à ces organisations que sont les fédérations sportives et notamment la première d'entre elles. Très bien. Monsieur Viotte, nous arrivons à la fin de cette interview. En tout cas, je tiens vraiment à vous remercier. Ça, c'est vraiment un honneur pour nous et pour moi et Wissam d'être ici aujourd'hui. Donc, on a appris beaucoup de choses et je pense que les auditeurs qui nous écouteront aujourd'hui seront très heureux et très fiers de porter les couleurs du drapeau français dans les mois qui arriveront par rapport à la Coupe du Monde. Je vous remercie en tout cas, monsieur Viotte. Merci à vous. Merci à vous. Beaucoup, monsieur Viotte. Merci également à toutes et à tous ceux qui nous écoutaient. On espère que cet échange vous aurait permis de mieux comprendre ce qui se joue aujourd'hui sur le terrain, mais aussi en dehors, concernant la data et l'IA dans le foot. Merci beaucoup. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.